ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est parler d'une série de projets, en fait, que nous avons développés à propos de la pollution de l'air. Alors, la pollution de l'air était un problème très en vogue il y a 20 ans parce que les Américains se sont rendus compte qu'il était absolument impossible de vivre à Los Angeles. La pollution était telle, il fallait prendre des mesures, on ne comprenait pas bien les processus. Et donc, les problèmes se sont un petit peu, sont un peu passés au second plan, mais aujourd'hui, avec le développement notamment des centres urbains dans le tiers-monde et dans les pays en expansion, le problème de la pollution redevient aujourd'hui un problème très important, aussi un problème de santé publique, comme je vais vous le montrer. Et donc, le problème revient à l'ordre du jour. Et je voudrais donc vous montrer quelques initiatives que nous prenons. Et je vais d'abord vous faire une petite introduction pour vous montrer l'importance du problème en réalité. Si vous regardez, en fait, je dirais non pas la propagande, mais presque la propagande, qui était à l'ordre du jour, je dirais, dans les années 60, 70, c'était de montrer que le développement économique était intense, que les choses se développaient et on utilisait même les fumées d'usine comme une preuve de la vitalité d'un pays. Mais évidemment, il y a eu les conséquences de cela et en particulier, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans une ville comme la Chine, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait agréable de vivre et que la pollution atteint des seuils ou dépasse des seuils très importants avec des impacts importants. Voilà une autre photo qui est plus récente, 2017, en Inde, et vous voyez que les choses ne sont pas tout à fait ne sont pas particulièrement agréables pour les gens qui vivent dans ces villes. Mais le problème n'est pas uniquement dans ces pays-là. Le Monde citait d'ailleurs le coût de la pollution de l'air. La pollution de l'air coûterait 225 milliards de dollars à l'économie mondiale. C'est donc pas un problème tout à fait mineur. Et en fait, en matière de santé publique, vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, la pollution est un tueur qui est plus important que l'eau qui était toujours considérée comme un problème majeur, notamment dans le tiers-monde. La pollution tue plus que le cholestérol et aussi davantage que d'autres maladies, malaria, AIDS, etc. Et aujourd'hui, on pense même que la présence de nanoparticules est de nature à se retrouver dans le cerveau humain et donc peut-être être une source qui favorise la maladie d'Alzheimer. Et donc, le problème n'est pas seulement en Asie ou dans les pays en développement. Le Monde citait, il n'y a pas tellement longtemps, que la France est désarmée face à la pollution de l'air. Les Britanniques ont des problèmes aussi. Et donc, on peut dire aujourd'hui que le problème de la pollution est devenu de nouveau un problème très international, très mondial, et qu'il faut l'aborder de manière scientifique, mais aussi de plus en plus avec d'autres communautés que les nôtres, par exemple la communauté médicale, la communauté de santé publique, et puis aussi les preneurs de décision qui doivent développer des stratégies qui sont importantes. En particulier, aujourd'hui, avec les pics de pollution qui se produisent de temps en temps, il faut pouvoir prendre des mesures dans les 2 ou 3 jours et en particulier disposer de prévisions de la pollution de l'air que l'on puisse immédiatement utiliser pour prendre les mesures adéquates. Alors, il faut se rappeler d'abord qu'il y a au fond 2 types de pollution de l'air. Il y a d'abord celle qu'on appelle le London Fog en anglais, c'est-à-dire celle qui est essentiellement liée à l'émission de SO2 par exemple la combustion du charbon. C'est une pollution qui a fait des désastres en Europe dans les années 50, ou même avant cela, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Au moment de l'industrialisation, on utilisait énormément de charbon, et donc on retrouve des sulfates, on retrouve des particules de carbone dans l'atmosphère. Et puis, il y a l'autre type de pollution, la première étant surtout présente pendant l'hiver, pendant les périodes de grande stagnation, mais par contre, pendant l'été, alors,
il y a une pollution photochimique qui peut se développer, qui est essentiellement ce que l'on observe à Los Angeles, où là, la source ne sont plus les oxydes de soufre, mais plutôt les oxydes d'azote, et aussi les hydrocarbures qui sont émis dans l'atmosphère, en particulier par les voitures, par un certain nombre d'activités industrielles. Et aujourd'hui, si on regarde les graphiques de l'Organisation mondiale de la santé, et que l'on regarde en particulier ce que sont les causes de mortalité les plus importantes, eh bien, on remarque que la pollution de l'air, à la fois d'ailleurs la pollution à l'intérieur des maisons, on traite peu cela, mais c'est une source énorme de pollution et en tout cas un problème de santé publique, puis aussi la pollution ambiante, c'est-à-dire celle qui se produit à l'extérieur, conduit, d'après l'Organisation mondiale de la santé, à peu près 7 millions de morts prématurées. On estime qu'en France, il y en a à peu près 50 000 par an. Et en fait, j'entendais un jour un médecin qui disait, écoutez, imaginez-vous que l'on vous annonce que la semaine prochaine, un nuage va arriver au-dessus de la France avec toutes sortes de particules, de molécules diverses. Et ce nuage va va à peu près tuer 1000 personnes. Il y aurait évidemment immédiatement des réactions importantes, il y aurait peut-être une certaine panique qui arriverait, le gouvernement serait tout de suite mis au pied du mur en lui demandant de prendre des mesures. Mais en fait, c'est ça qui se passe. Chaque semaine, il y a un nuage avec 1000 personnes qui vont en pâtir, qui vont en mourir, puisque sur une année, il y a à peu près 50 000 personnes qui décèdent. Et en réalité, personne ne s'émeut terriblement de cette affaire, et alors que les affaires sont tout de même relativement sérieuses, et je crois qu'il faut mettre cela en évidence. On peut d'ailleurs voir où se trouvent les morts prématurées, et vous voyez celles pour l'ozone au-dessus, celles qui sont liées aux particules, et vous voyez immédiatement, évidemment, que la Chine et l'Inde ressortent comme étant des zones où les problèmes sont très, très importants de nos jours. Mais nous voyons, par exemple, en Afrique, que l'urbanisation conduit à des problèmes nouveaux et que, vraisemblablement, avec le développement économique de l'Afrique auquel on peut s'attendre, les problèmes ne feront que s'aggraver pendant un certain temps. Alors, que faut-il faire? Comment peut-on répondre à ce problème? Eh bien, tout d'abord, il faut regarder les premiers aspects à regarder, c'est les aspects à long terme, où là, il faut prendre des mesures qui sont essentiellement des réductions d'émissions. Donc là, il y a une transformation à faire de notre système énergétique, de notre système économique, qui doit être mise en place, et c'est ça la vraie solution. Mais dans le plus court terme, évidemment, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'éviter essentiellement les épisodes de pollution, les pics de pollution que l'on connaît. Et cela nécessite en particulier des prévisions de la pollution, comme on fait les prévisions du temps, mais on fait des prévisions de la pollution de l'air. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a évidemment aussi le problème de l'adaptation. Alors, on en parle beaucoup dans le problème du climat. C'est moins évident dans le problème de l'air, mais vous voyez, par exemple, les Chinois qui mettent des masques. Vous voyez les Chinois qui ont des systèmes dans leurs habitations pour purifier l'air. Il y a un certain nombre de choses qui se présentent comme ça. Et là aussi, évidemment, un certain nombre de prédictions de la pollution sont importantes. Alors, pour ceux qui ne sont pas des chimistes, deux transparents ici pour montrer les processus qui conduisent à la production en particulier de l'ozone. Vous voyez ici les émissions de deux précurseurs, les VOC, c'est-à-dire les hydrocarbures volatiles, et d'un autre côté les oxydes d'azote. Alors, les émissions là sont liées dans majorité à l'activité humaine, elles sont donc très importantes, notamment dans les zones urbaines. Il y a alors un certain nombre de processus photochimiques qui se produisent. Le soleil doit être présent. Vous voyez que les VOC seront oxydés en réalité par le radical OH, transformés en un radical HO2 ou en un radical organique peroxyde du même type.
réaction alors avec les oxydes d'azote qui sont produits, qui sont émis notamment par les voitures ou par tout processus de combustion, produit du NO2. Le NO2 est photolysé par la radiation solaire, produit de l'ozone. Et alors, il y a évidemment des mécanismes de nettoyage de l'atmosphère, comme par exemple la disparition des oxydes d'azote en acide nitrique qui vont être éliminés par la pluie. Et donc, en réalité, la question est de savoir si nous prenons des actions pour réduire la production d'ozone, doit-on s'attaquer aux émissions d'oxyde d'azote ou bien doit-on s'attaquer aux émissions des hydrocarbures? Eh bien là, c'est assez compliqué parce que la chimie est très non linéaire, parce qu'il y a d'autres processus dont je ne vous ai pas parlé, mais en réalité, on peut calculer, en fonction de la quantité d'oxyde d'azote d'une part et d'hydrocarbures d'autre part, la quantité d'ozone qui sera présente. Et vous voyez que, en particulier, si vous êtes dans une zone où il y a énormément d'hydrocarbures et peu d'oxyde d'azote, si vous voulez réduire l'ozone, vous allez devoir ne pas... Ça ne sert pas à grand-chose de nous promener le long de cet axe-là, c'est-à-dire de réduire les VOC. Ce qu'il faudra, c'est réduire essentiellement les oxydes d'azote. Par contre, si vous vous trouvez dans un régime qui est comme celui-ci, où vous avez peu de VOC et beaucoup d'oxyde d'azote, eh bien, la diminution en fait, des oxydes d'azote va même conduire, dans certains cas, à une augmentation de l'ozone. Et ça, ce phénomène, on le connaît, c'est le phénomène, par exemple, de week-end. Il y a bien souvent moins d'oxyde d'azote pendant le week-end, mais plus d'ozone. Et donc, on pense, tiens, ben, c'est le week-end, on va prendre sa bicyclette, on va faire un tour. En réalité, c'est plus dangereux que pendant la semaine. Bon, ça étant dit, le problème s'est posé en fait dans les années 50. Et si vous regardez ce qui se passait à cette époque, ici c'est en 1955, vous voyez que les gens se promenaient dans les rues avec un masque. Les quantités d'ozone étaient très élevées. Voilà par exemple, ici, si vous prenez par exemple le maximum sur une heure, eh bien, vous aviez des valeurs qui atteignaient 600 ppb, ce qui sont quand même des valeurs beaucoup plus élevées que les standards que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous voyez aussi que des mesures ont été prises. Il aura fallu 50 ans, mais on arrive aujourd'hui à des valeurs qui sont encore un petit peu au-dessus des standards, mais qui sont tout de même beaucoup plus proches. Et dans ce cas-là, évidemment, à Los Angeles, les choses ont été fortement liées à la voiture, aux émissions par l'automobile. Et en réalité, voilà comment les VOC, donc les hydrocarbures, ont été réduits en fonction du temps, à peu près de 7% par an et d'un facteur 50 en 50 ans. Voilà comment les oxydes d'azote ont été réduits en jaune moins rapidement. Mais donc, il y a eu là toute une politique qui a été menée. Alors voilà donc à titre d'introduction un peu quels sont les problèmes. Et ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de dire il y a des problèmes dans plusieurs régions du monde, ils sont peut-être différents dans certains cas, mais il serait intéressant de rassembler les communautés qui s'intéressent à ces problèmes pour essayer de développer une stratégie commune, d'utiliser les mêmes méthodologies, de partager les données, car un des problèmes souvent dans certaines parties du monde, c'est d'avoir des données de l'expérience, développer des modèles en commun, etc. Et en fait, essayer d'avoir une approche qui est large, qui est commune, et qui prend en compte à la fois, je dirais, les questions de développement dans la région, donc les aspects économiques, transport, industrie, etc., les caractéristiques physiques, les caractéristiques de la population, pour essayer finalement d'avoir un système qui regarde ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire ceux qui forcent les mécanismes, les émissions qui en résultent, les concentrations calculées et les impacts à la fois sur la santé, sur les aspects économiques. Et donc, aujourd'hui, ce projet qu'on appelle MAP-AQ, ça veut dire Monitoring, Analysis and Prediction of Air Quality, a pour but de faire un monitoring, c'est-à-dire des observations essentiellement
des prévisions et essayer de mieux répondre aux problèmes de la qualité de l'air et ainsi d'en résoudre les conséquences. Alors ce programme, qui est en fait un programme large, dans lequel il y a évidemment un certain nombre d'activités qui vont pouvoir se développer, a différentes dimensions. D'abord, j'ai dit, le monitoring en utilisant les observations locales, mais aussi les observations à partir de l'espace, parce qu'aujourd'hui, nous disposons évidemment de beaucoup d'observations spatiales. Avoir alors les modèles pour faire un certain nombre de prévisions à court terme en particulier, ce qui nous permettent de protéger un peu la santé des gens et d'essayer d'éliminer les épisodes, ou en tout cas de les prédire pour qu'on prenne des mesures, mais alors aussi de regarder à plus long terme pour faire des études de scénarios. Puis nous arrivons au management du problème et en particulier la traduction de ce que la science apporte vers les preneurs de décision et vers le public qui doit probablement changer un peu son attitude. Et enfin, du capacity building, c'est-à-dire faire en sorte qu'une nouvelle génération de scientifiques s'intéresse à ce problème, en particulier dans les pays du tiers-monde où les problèmes sont particulièrement importants. Bon, alors je vais passer ça parce que c'est simplement pour vous rappeler que les processus atmosphériques sont extrêmement complexes. Nous devons traiter évidemment des interactions avec la surface, des émissions, mais aussi le dépôt, et tout ça c'est très compliqué. Je sais que vous travaillez ici sur ces problèmes. Il y a alors les transformations dans l'atmosphère, à la fois chimiques et physiques, le transport à différentes échelles, l'interaction avec le système hydrologique, et puis il y a évidemment l'impact de la radiation et du climat, des changements de climat aussi qui peuvent intervenir. Donc tout ça est assez compliqué. Notre idée dans ce projet, dans cette initiative MapEQ, c'est de regarder évidemment à l'échelle globale d'une part, mais alors de commencer à zoomer sur certaines régions où les problèmes sont importants. On parlera un petit peu de ces régions dans quelques minutes, mais ça peut être la Chine, ça peut être l'Amérique du Sud ou ça peut être l'Afrique. Donc, nous avons essayé formons un consortium d'experts, de gens qui s'intéressent à ces problèmes. Le but est évidemment, d'une part, d'assimiler l'information qui vient des systèmes de mesure et aussi des réseaux de mesure qui existent dans certaines parties du monde, combiner l'ensemble dans un ensemble de modèles de chimie-transport multi-échelle, de manière à pouvoir faire un certain nombre de prévisions de la pollution. Alors, je vous dis, on part essentiellement, on doit parler des interactions entre échelles, ou en tout cas regarder ce qui se passe à différentes échelles, et nous allons passer un petit peu en revue ces différentes échelles, en commençant par l'échelle globale, pour arriver finalement aux problèmes locaux et aux problèmes en particulier à l'intérieur des zones urbaines. Bon, alors, simplement rappelons-nous ce que sont les ingrédients pour faire une prévision de la qualité de l'air. Nous devons avoir d'abord, je commencerai peut-être par l'importance d'avoir des prévisions météorologiques classiques de qualité. C'est important car la qualité de l'air et le niveau de pollution va dépendre véritablement de la condition météorologique du moment. Donc on va devoir se lier directement avec des centres de prévision météorologique, des problèmes comme le passage d'un front, l'activité de convection, mais aussi la présence de nuages ou non, tout ça ou les précipitations, tout ça va jouer un rôle important. Alors ensuite, pour calculer la concentration des espèces et des polluants, nous allons devoir avoir des conditions initiales qui généralement seront obtenues par l'assimilation d'observations. Nous devons connaître les émissions, évidemment, c'est très important. Puis avoir des modèles de chimie-transport qui vont pouvoir traiter le problème et ensuite pouvoir évaluer les prévisions que l'on va faire. Bon, je vais passer ça. Donc voilà ici l'idée qui existe et nous allons parler en fait de la météorologie chimique.
du système. Et nous allons nous rappeler simplement par cette transparent ici, ou cette projection, qu'il n'y a pas une grande différence finalement entre une prévision du temps chimique et une prévision de la météorologie classique, en tout cas en ce qui concerne la méthodologie. Nous assimilons des données, nous partons avec des conditions initiales, nous essayons de voir ce qui va se passer, nous évaluons la prévision grâce à des observations, et puis nous devons communiquer cela à ceux qui vont faire les décisions dans des temps extrêmement courts. Donc il y a dans la méthodologie beaucoup de similarités avec la manière dont la prévision météorologique s'est faite, et l'évolution des prévisions météorologiques a été énorme au cours de ces dernières années, et vous verrez que c'est le cas aussi pour la qualité de l'air. En fait, aujourd'hui, beaucoup de centres météorologiques dépassent le concept de prévision météo dans le sens classique pour aller vers des prévisions qui sont maintenant des prévisions de l'environnement global ou régional ou local. L'idée étant qu'il faut aujourd'hui regarder le problème d'une manière beaucoup plus large, parce qu'on s'intéresse non pas simplement à la partie physique, je dirais, de l'évolution de l'atmosphère, mais on veut connaître en plus des extrêmes, on veut connaître par exemple, on va avoir des informations sur le cycle hydrologique, on veut avoir des informations sur la biodiversité, sur la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, l'approche devient de plus en plus large, et les produits que l'on présente, comme par exemple ceux que le projet Copernicus, dont je vais vous dire un mot tout de suite, présente, sont très larges, allant même jusque, par exemple, les flux de CO2 entre l'atmosphère et la surface, l'évolution de la radiation, la quantité d'ozone dans la stratosphère, la réponse aussi à un certain nombre de phénomènes extrêmes aussi en chimie atmosphérique, comme par exemple les feux qui peuvent se développer de manière très intense dans certaines régions du monde pendant l'été. Il peut y avoir des volcans qui émettent des quantités importantes de particules dans l'atmosphère. Il peut aussi y avoir des accidents industriels ou à l'intérieur d'une certaine zone urbaine, par exemple. Alors, quels sont les grands problèmes pour les scientifiques maintenant qui doivent être, ou quels sont les domaines où nous pouvons travailler et faire un certain nombre d'améliorations? Alors, j'ai indiqué ici j'ai une liste de ce qu'on appelle des modeling challenge en anglais, où donc un des grands problèmes aujourd'hui, c'est d'améliorer la représentation de la chimie atmosphérique dans ces modèles. Et on se rend compte de plus en plus de la complexité de la chimie atmosphérique. On traitait en général une chimie d'atmosphère avec une centaine de réactions, mais aujourd'hui, toute la partie de la chimie organique qui est extrêmement complexe, mais qui est aussi importante, doit être prise en compte, et en particulier parce que cette chimie organique est à la source notamment de formation d'aérosols organiques qui sont très abondants et dont on connaît mal aujourd'hui les mécanismes de production. On connaît un certain nombre de ces mécanismes, mais finalement, il y a des émissions d'hydrocarbures, et ces hydrocarbures sont oxydés et transformés en des molécules qui sont relativement volatiles, mais pas totalement volatiles, et qui donc contribuent à la formation d'aérosols. Et donc, la chimie organique, les aérosols. Le traitement de l'advection reste toujours, je pense, un problème, notamment pour les problèmes à haute résolution, et donc la résolution du modèle qui augmente, avec un traitement qui doit adapter en fait tout ce qui est sous-gris, les sous-mailles, les problèmes à petite taille, en particulier les relations dans la couche limite. Il y a des émissions, il y a de la convection, il y a les échanges entre la couche limite et la troposphère libre. Tout ça est, à mon avis, encore insuffisamment traité dans les modèles, et les choses évolueront au fur et à mesure que nous pourrons
avoir des modèles à plus haute résolution, mais tout ça doit être testé et étudié. Les émissions, et puis aussi, on parle beaucoup des émissions, mais on parle peu des dépôts et du traitement des dépôts, qui est un problème relativement complexe. Bon, voilà donc un certain nombre de problèmes qui se traitent, et en particulier, nous allons devoir coupler en fait les différentes échelles qui interviennent. Alors, je vais passer celui-ci parce que c'est un peu long à expliquer, mais nous allons commencer par la dimension globale parce qu'il y a un projet que vous connaissez probablement qui s'appelle Copernicus, qui est dirigé, je dirais, à partir du Centre européen Reading, mais auquel participent un grand nombre de laboratoires, y compris le vôtre. Et donc, Copernicus, c'est tout de même une assez grande avancée quand on compare à ce qui se fait dans d'autres pays du monde. L'idée est évidemment d'utiliser au maximum les données expérimentales pour les assimiler dans le système de prévision de SIMWF. Mais si vous regardez un certain nombre de données ici qui caractérisent le projet CAMS, 280 millions d'observations sont analysées et processées toutes les 12 heures à partir de 70 instruments de satellites, et un grand nombre de cartes de prévision sont produites tous les jours. Alors, quelle est l'approche de Copernicus? Donc, je remets en évidence ici les observations. Nous commençons par les observations. Ces observations sont jointes avec la modélisation à partir de systèmes d'assimilation, et cette assimilation conduit finalement par le modèle à une prévision toutes les 12 heures, je crois, de la situation, de la composition chimique à l'échelle globale. Alors, j'ai regardé quelle était la prévision pour aujourd'hui, pour un certain nombre d'espèces. En fait, j'en ai pris deux. Voici celle qui est la prévision pour le monoxyde de carbone, qui est disponible sur le site de SIMWF. Et donc, vous reconnaissez la complexité. Vous voyez d'abord, évidemment, des valeurs élevées dans les régions du monde où la pollution est élevée, parce que le monoxyde de carbone est un polluant. Mais vous voyez aussi l'impact, par exemple, dans ces régions ici, des feux de forêt, enfin, pas simplement ça, mais des feux de savane, de l'agriculture qui l'utilise. Et cette situation, évidemment, on voit aussi le transport, notamment ici au-dessus de l'Atlantique. Souvent, on voit des plumes qui partent au-dessus du Pacifique ou de l'Atlantique. Vous voyez alors ici une représentation de la prévision pour aujourd'hui de NO2, oxyde d'azote. Et là, la durée de vie de l'oxyde d'azote est beaucoup plus petite que celle du monoxyde de carbone. Donc, le transport est beaucoup moins dispersé. Néanmoins, on voit par exemple l'impact des navires qui traversent les océans. Et puis, alors, on voit aussi, évidemment, pratiquement l'endroit où les sources de ces composés sont importantes. On peut donc distinguer, par exemple, souvent Los Angeles, qui est ici. Vous arrivez à voir aussi, par exemple, pollution ici dans la Ruhrgebiet de l'Allemagne, puis dans la vallée du Gange, l'est de la Chine, etc. Vous voyez donc très bien où la pollution se produit. Ça, c'est l'échelle globale. Alors, évidemment, se fait une échelle régionale, notamment pour l'Europe, avec SIMWF, qui utilise alors un certain nombre de modèles régionaux qui, évidemment, s'inspirent de l'information globale, notamment pour les conditions limites du modèle régional. Et il y a 7-8 modèles régionaux qui vont donc faire cette prévision pour l'Europe et qui seront d'ailleurs relativement différentes. Et puis, on pourra prendre, par exemple, la moyenne ou la médiane et avoir une certaine probabilité sur ces prévisions. Alors, la même chose pour l'Asie. Nous avons travaillé grâce à 2 projets, Marco Polo et Panda, sur une prévision
de l'Asie. Je vais passer ça simplement ici pour vous montrer d'abord que les problèmes sont relativement importants en Asie. Et si vous allez à Hong Kong, bien souvent, comme il fait très pollué, on place pour les touristes une photo de la ville et on se photographie devant Hong Kong sous le soleil. Mais quand on va dans d'autres villes, évidemment, on a parfois des surprises. Et voilà ici les différents modèles régionaux que l'on a mis ensemble. Vous voyez que, par exemple, Chimère en est un, Wharf-Chem, Silam, etc. Ceux qui sont en rouge sont des modèles qui sont opérés en Chine, les autres en Europe. Et donc, l'idée, c'est de faire un downscaling, c'est-à-dire un zoom sur une région. On part des valeurs de CAMS qui, elles, ont assimilé un certain nombre de données de satellites. On passe alors à une région, dans notre cas ici, qui couvre toute l'Asie, avec une résolution de 60 km, puis on rezoome sur la Chine et l'est de la Chine avec une résolution de 20 km, et alors d'autres continuent à zoomer davantage, ici avec une résolution de 7 km. En fait, il y a 9 modèles qui sont impliqués dans cette approche chinoise, donc le modèle numéro 1 jusqu'au modèle numéro 9, l'ensemble arrive, les prévisions arrivent dans une base de données qui se trouve au centre météorologique néerlandais. Eux calculent les valeurs d'ensemble, la moyenne, etc., génèrent des images et finalement mettent ces images quotidiennement sur le web. Je vais passer ça, mais voilà, par exemple, ici, c'est une prévision que j'ai prise au hasard, à Shenzhen, donc c'est près de Hong Kong. Vous avez le NO2 et vous avez l'ozone. Vous avez en noir la médiane des prévisions des 9 modèles. Vous avez alors ici en gris la dispersion des modèles. Vous voyez qu'elle n'est pas petite. En rouge, vous avez la moyenne ou la médiane plutôt des observations qui sont faites dans la ville de Shenzhen. Et la bande rose donne la dispersion des mesures par les différents instruments. Donc ce jour-là, la prévision n'était pas trop mauvaise. Ce que vous voyez à droite, c'est la carte de la prévision médiane, mais c'est la moyenne sur 24 heures. Donc ici, vous voyez alors la distribution en fonction du temps. Alors j'ai regardé un petit peu pour une ville, j'ai pris Shanghai hier quand j'ai préparé ma présentation. Donc vous avez ici la prévision pour le 29 janvier et ici pour le 30 janvier. Donc comme je travaillais hier, je n'avais des observations que jusque-là. Vous voyez que la prévision sous-estimait plus ou moins la pollution. La pollution était relativement élevée. Vous avez ici, ceci c'est le PM2.5, donc ce sont les fines particules. Ça c'était la prévision pour aujourd'hui. Et donc ceci c'est la moyenne sur 24 heures. Donc vous voyez que par exemple dans cette région ici, c'est aujourd'hui relativement pollué. J'ai donc été voir un peu plus à l'ouest pour voir comment était le problème dans la ville de Jiangsu qui se trouve ici. Shanghai est là. Donc vous voyez que quand c'est jaune, quand c'est bleu, c'est assez pollué. La prévision sous-estime un petit peu l'observation. Alors ce matin, il y a une demi-heure, j'ai été rapidement regarder ce qui se passait aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on prévoyait à peu près 200 microgrammes par mètre cube. Je rappelle que la norme, qu'on doit être en dessous de 35 pour être dans des conditions non polluées. Donc vous voyez que les conditions étaient particulièrement polluées aujourd'hui. Et donc, voilà, aujourd'hui, donc, l'observation jusqu'à peu près 16 heures cet après-midi. Et vous voyez que c'est pas mal pollué dans cette région, dans cette ville en particulier. Alors, vous ne connaissez probablement pas Jiangsu, moi je ne connais pas, donc j'ai été voir. C'est une ville qui est en plein développement, comme vous le voyez, mais il y a aussi évidemment des voitures qui circulent et pas mal de pollution. Alors, donc voilà un exemple récent aujourd'hui. Regardez un petit peu, par exemple, comment les différents modèles se comportent quand vous faites une telle prévision. Alors voilà de nouveau pour PM2.5. Maintenant, nous sommes à Canton, à Guangzhou.
la pollution n'est pas très élevée, elle est un peu élevée, mais on est à peu près à 50. Rappelez-vous que dans les précédents graphiques, on était plutôt vers 200. Et donc ici, la prévision en noir est assez bonne en réalité par rapport à ce qu'on a observé. Donc c'est pas mal. Mais la question est, voilà, on a pris c'est la moyenne de, je pense, 7 ou 8 modèles. Qu'en est-il des modèles individuels? Parce que, regardez, le domaine dans lequel nous nous trouvons, semblerait que tous les modèles ne donnent pas la même chose. Alors allons voir chacun des modèles, et en voilà deux. Un premier, c'est SMWF, qui surestime considérablement la quantité de particules d'aérosols dans l'atmosphère. Par contre, le modèle WRF-Chem utilisé par le groupe de Shanghai est plus proche, mais sous-estime, lui, quelque peu la concentration. Et vous voyez que la valeur moyenne sur 24 heures est tout de même assez différente entre deux modèles. On va prendre deux modèles supplémentaires pour le même jour. Voilà EMEP, donc modèle européen. Lui aussi surestime dans Guangzhou, mais vraiment à l'échelle locale, la quantité de particules. Par contre, le modèle Lotos-Euros, qui est un modèle néerlandais, lui est beaucoup plus proche. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des grandes différences entre modèles et on essaye évidemment de comprendre pourquoi et de les réduire. Voilà un autre exemple en Chine. Ici, c'est à Pékin cette fois-ci. Et là, vous avez 3 jours avec les particules en haut, le NO2 et l'ozone. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont bien représentées, mais d'autre part, vous avez aussi des problèmes qui se posent, notamment, l'ozone est en général trop bas. Là en haut, vous allez voir d'ailleurs que la nuit, l'ozone est généralement trop bas, les oxydes d'azote généralement trop hauts et les particules généralement trop hauts. En fait, c'est un problème de météorologie et nous pensons que c'est un problème essentiellement de représentation de la couche limite. Donc vous voyez ici le NO2, la prévision est beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'on observe. Ceci est à Pékin, je crois. Oui, Pékin. Et du coup, comme l'ozone est très élevé, l'ozone titre l'ozone. Le NO2 est trop élevé, il titre l'ozone, et l'ozone disparaît pratiquement durant la nuit, alors que ce n'est pas observé. Et donc, on a certainement un problème de représentation de la couche limite dans les villes pendant la nuit. Et d'ailleurs, si vous regardez les coefficients de diffusion qui interviennent dans la représentation de la dispersion, voilà deux modèles de couches limites ici qui apparaissent. Vous voyez qu'il peut y avoir, notamment pendant la nuit, des valeurs très différentes, mais en général, la dispersion pendant la nuit est pratiquement nulle dans les modèles de couches limites, et donc les émissions, qui sont intenses, surtout au début de la nuit, restent concentrées près du sol et dans les modèles, et sont donc nettement trop élevées. Alors, un mot sur l'évaluation des modèles. Vous voyez par exemple en Chine, de nouveau pour les particules ici, nous avons énormément de données, mais ces données qui apparaissent sur Internet disparaissent un jour après. Donc il y a la loi oblige les Chinois à distribuer leurs données, à les rendre publiques, mais il faut vite les attraper pour ne pas les perdre, et c'est ce que nous faisons, donc nous conservons leurs données. Alors, on fait donc avec ces données l'évaluation des modèles, et vous voyez qu'en particulier, si vous prenez les oxydes d'azote, ceci c'est l'observation moyenne. Voilà les moyennes sur plusieurs mois, 7 mois je crois, ou enfin non, 3-4 mois. Vous voyez ici que donc en général les oxydes d'azote sont bien représentés pendant la journée, mais sont trop élevés pendant la nuit, donc un problème probablement de représentation de la couche limite dans les villes pendant la nuit en particulier. Alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est qu'évidemment les Chinois, eux, continuent à prendre ces données, en général font un downscaling encore plus fin et distribuent par leur site web des informations de manière tout à fait opérationnelle qui peuvent être donc utilisées. Enfin, il y a une chose qui vous montre aussi l'importance de la représentation de la chimie dans ces modèles.
Voici par exemple une situation, nous trouvions justement à Pékin ce jour-là, et vous allez voir différents modèles qui représentent ici la quantité de particules, des PM2.5, et vous voyez que tous les modèles sous-estiment la quantité de PM2.5 lorsqu'il y a un événement aigu. Donc ici, on arrive, vous voyez, à 400 microgrammes par mètre cube, c'est donc très, très pollué. Bon, on monte parfois jusqu'à 600, mais donc ça, c'est un jour très pollué, et aucun des modèles n'arrive à représenter ces événements très pollués. Alors, oui, on distribue évidemment ce genre de prévisions. Ce sont nos prévisions ici qui sont distribuées et qui sont utilisées par un groupe en Chine qui les diffuse sur les réseaux sociaux. Voilà ici NO2, je crois, qui est représenté. Ça, c'est l'ozone. Et donc, ces données deviennent de plus en plus distribuées. Alors, il y a un projet similaire, en fait, qui est en développement en Amérique latine. Son objectif est très similaire, donc je ne vais pas entrer ici dans le détail, mais voilà les groupes qui sont représentés, et voilà, notamment votre laboratoire est ici, les groupes européens, les groupes d'Amérique du Sud, pour essayer essentiellement de faire le même genre de travail avec l'idée de développer des inventaires d'émissions, de développer des modèles, d'utiliser les observations à la fois satellites et in situ pour finalement faire des prévisions journalières, les transférer et les faire utiliser par un certain nombre de groupes. Et donc, nous avons créé des groupes qui travaillent ensemble. Et ça, c'est une approche qui est favorisée par l'Union européenne, notamment par Marie Curie, enfin le programme Marie Curie, où vous voyez qu'en modélisation, en observation, en émission, il va y avoir maintenant des binômes de groupes qui vont travailler et essayer de faire un grand programme en Amérique du Sud. Même chose en Afrique. Là, c'est essentiellement l'Organisation météorologique mondiale, WMO, qui, et là aussi, votre laboratoire est impliqué, l'idée étant d'avoir sur certaines parties de l'Afrique des systèmes de prévision de la pollution de l'air, parce que si vous regardez, par exemple, les émissions, ici c'est le carbone essentiellement, le black carbone et le organic carbone, en fonction du temps, vous voyez des accroissements importants, donc de plus en plus de pollution qui va se faire, mais vous voyez aussi que les inventaires d'émissions sont très différents les uns des autres, et donc il y a des projets déjà comme l'un auquel vous êtes directement impliqué, qui essayent de voir ce que sont les émissions anthropiques en Afrique, et ça nous permet de faire des progrès dans cette région. Finalement, quelques mots sur la dimension locale. Et là, on va commencer par Paris. Vous voyez que la quantité d'oxyde d'azote, par exemple, qui est représentée ici, n'est pas particulièrement distribuée de manière uniforme et homogène dans une ville comme Paris. Et on souhaite évidemment donner des informations aussi à cette échelle. Et donc, ces différentes échelles que nous avons considérées, nous devons les compléter aujourd'hui par des échelles de la ville. Et quand on parle d'échelle urbaine, le problème devient beaucoup plus compliqué parce que nous devons commencer à nous intéresser aux immeubles, aux échanges d'énergie qui existent avec des structures qui sont construites et en permanente évolution. Nous devons aussi nous intéresser à la manière dont les flux d'air se propagent à l'intérieur des zones urbaines. Et donc, la couche de surface est beaucoup plus compliquée. La surface elle-même fait intervenir des systèmes très, très complexes. Et en particulier, nous devons tenir compte, évidemment, de la pollution à l'échelle régionale qui intervient sur la ville,
les conditions météorologiques, la morphologie des immeubles, la végétation urbaine, le réchauffement par les systèmes urbains, et puis des réactions chimiques dans un milieu extrêmement turbulent. Et c'est évidemment un problème assez complexe, qui est aussi illustré ici par le traitement de la couche limite, qui est vraiment très différent et pour lequel les modèles ne sont pas particulièrement préparés. Alors, je voudrais simplement montrer que l'utilisation des modèles, je dirais, à mésoéchelle, ne voit pas un certain nombre de processus à l'intérieur d'une maille qui est représentée ici. Voilà donc une maille. À l'intérieur, il se passe énormément de choses et les modèles ont tendance simplement à voir quelque chose d'uniforme, une valeur à l'intérieur de cette maille et ignorent un certain nombre de processus. Et ça peut avoir un impact pour la chimie. Par d'autres termes, il peut y avoir une interaction importante entre la turbulence et la chimie, et en particulier, la turbulence va modifier les vitesses auxquelles les réactions se produisent. Alors ici, voilà un petit exemple simple où l'on prend deux composés, l'oxyde d'azote qui est émis à la surface dans la couche limite, et puis l'ozone qui est entraîné de la troposphère libre vers la couche limite, et les deux vont réagir. Et donc, voilà ici, par exemple, ça c'est le taux de réaction qui se produit, qui est loin d'être uniforme dans une maille à l'intérieur de ce qui pourrait être une maille du modèle à moyenne échelle. Et en fait, vous voyez ici, par exemple, que le composé NO2 qui est formé est certainement loin d'être formé de manière uniforme. Alors ça, c'est un problème ici un peu idéalisé, mais si nous regardons maintenant plus en détail ce qui se passe à l'intérieur d'une rue, entre deux bâtiments, les oxydes d'azote sont émis par les voitures, l'ozone est entraîné de la troposphère libre vers cette région, et donc là, le mélange des deux composés va se faire de manière complexe. Et voilà par exemple ici un Large Eddy Simulation Model dans lequel on a mis l'émission de NO ici. On a construit ici un certain nombre d'immeubles. Le flux d'air se propage, il y a de la turbulence qui est créée par les immeubles et le NO est transformé en NO2 progressivement, mais de manière complexe. Et la vitesse à laquelle cela va se produire va dépendre, par exemple, de la distance qui existe entre immeubles ou de la hauteur entre immeubles. Donc, nous allons devoir de plus en plus tenir compte de problèmes complexes pour pouvoir donner des informations à petite échelle. Bon, terminons par un certain nombre de directions futures. D'abord, je pense que nous allons devoir vraiment travailler sur ce qu'on appelle le downscaling, c'est-à-dire véritablement regarder ce qui se passe à haute échelle en couplant des modèles de chimie avec des modèles de dynamique des fluides. On va devoir certainement améliorer la formulation de la couche limite. On va devoir travailler aussi sur le système chimique et en particulier nous intéresser à la chimie organique et à la formation en particulier des aérosols organiques qui forment en partie les... Ah ben voilà, c'était ma dernière slide, on va essayer de la... Voilà, ça revient. Donc, on va devoir s'intéresser à la formation des aérosols organiques et toute la complexité de la chimie organique. On va devoir améliorer les modèles d'émission, et en particulier à l'échelle locale, et introduire, améliorer la prévision, regarder s'il y a des corrections à faire et développer finalement des produits opérationnels qui pourront être utilisés, dispersés, en particulier travailler avec les petites entreprises pour faire de la diffusion de l'information. Voilà donc ce que je voulais dire, et je vais terminer là-dessus par, vous voyez que le masque en Chine devient un problème de mode, et ça c'est une des manières dont les Chinois s'adaptent au problème de leur pollution de l'air. Voilà, merci beaucoup.